On va continuer notre après-midi, notre journée. Et effectivement, pour rebondir sur ce que disait Hervé, et suite à la deuxième table ronde, la question c'est effectivement la cabane, pour faire abri la cabane. Voilà, c'est une autre manière effectivement aussi de dénommer la cabane. Finalement, la fonction de la cabane, c'est de faire abri. Mais parfois, pour faire abri, effectivement, on est obligé de naviguer un petit peu en eau trouble. En eau trouble, mais on l'a évoqué, on parlait effectivement de certains outils du SAPML, que ce soit l'hôtel ou autre. Et c'est effectivement à cet endroit que se joue, je reprendrai ce terme pour qu'on se comprenne bien, se joue la question du risque à partager. Voilà. Et au-delà du SAPML, qui est une expression particulière de la prise de risque et qui est une réponse parmi tant d'autres, au sein de la Fondation, il y a d'autres réponses que le SAPMN et pour lequel la question du risque à partager se pose aussi sur des établissements qui seraient plus traditionnels, entre guillemets, mais pour lequel des situations nous convoquent aussi à se mettre autour d'une table. Donc, l'objectif de cette table ronde aujourd'hui, c'est d'aller plus en amont de ce qui permet d'agir concrètement pour donner réponse à des situations particulières et de réfléchir plus en amont à ce que sont les éléments constitutifs d'un cadre ou d'une réflexion institutionnelle autour de la question du risque. Pour bien connaître effectivement la question de la prise de risque du SAPMN depuis de très nombreuses années, ce sont des réponses qui ne sont pas construites comme ça du jour au lendemain. Et si aujourd'hui on rentre peut-être dans une forme de culture ou d'acculturation autour de la notion du risque à partager. Ce qui me semble important aujourd'hui d'échanger avec Laurence Bellon, voilà, je ne vais pas représenter, avec Monsieur Montigno, donc, qui est directeur territorial à la protection de la jeunesse Rhône 1, avec Monsieur Bresverissel, chef d'unité de dispositif d'accueil au sein de la métropole de Lyon, et M. Keldy, qui est directeur de la plateforme Enfance et Famille au sein de la Fondation AJD. Alors, on a un petit peu évoqué tout à l'heure l'idée de co-construction, de coopération concrète autour de la mise en œuvre de la prise de risque. Et ici, ça va être de pouvoir poser certaines questions sur comment ça se construit au niveau institutionnel. Voilà. Quels sont les espaces qui nous permettent de d'encadrer, de penser cette prise de risque pour qu'elle soit ensuite agissante, j'ai envie de dire, sur le terrain. Alors, lorsqu'on a préparé les tables rondes, on a échangé autour de beaucoup de situations. Je vais peut-être donner la parole à M. Bresverissel pour commencer et qu'il puisse un petit peu nous relater une situation sur laquelle s'est jouée effectivement cette question de la prise de risque. Ou M. Montignon. Oui, alors voilà. Je vais juste prendre la parole parce que, comme voilà, un peu de mise en scène, parce que comme on avait partagé avec mon voisin, ce complémentarité, on s'était dit que sur cette situation, la demande était un peu venue de la PJJ. Je pouvais commencer. Oui, on a choisi une situation qui, j'allais dire, par sa spécificité et sa singularité, est venue effectivement interroger notre complémentarité. Et en même temps, on peut se dire que c'est un peu un cas d'école parce que ça vient effectivement nous interroger sur des dimensions multiples de la situation de la jeune qui est concernée et puis de fait des dimensions multiples interinstitutionnelles. Donc en le faisant très très vite, effectivement, c'est la situation d'une jeune fille dont je passerai rapidement sur le suivi antérieur dans le cadre de la protection de l'enfance, un placement dans un foyer de la protection judiciaire de la jeunesse en alternative à l'incarcération dans le cadre d'une instruction criminelle et durant ce placement PJJ, comme ça arrive parfois dans les institutions, j'allais dire un heureux événement, un bébé PJJ qui est venu rajouter de la complexité dans cette situation. Voilà, donc cette jeune fille qui n'était pas incarcérée, au moment de son jugement, fait l'objet d'une condamnation à une peine ferme. Et du coup, j'allais dire, un rendez-vous manqué entre les acteurs qui prenaient en charge cette jeune fille, puisque
on n'a pas été en capacité, au moment de ce jugement, de proposer un aménagement de peine. Alors pour des raisons, j'allais dire, multiples, entre voilà, des lieux d'accueil mère-enfant qui ne pouvaient pas, souhaitaient pas travailler au pénal, et puis en même temps des lieux d'incarcération qui pas habitués, pas équipés pour pouvoir accueillir des mères et des enfants. Et donc, j'allais dire, ce rendez-vous raté nous a invités à nous rapprocher et à nous questionner à nous remettre autour de la table et à nous questionner sur les différents enjeux de cette situation et puis de nous réinterroger sur le pourquoi chacun était mandaté avec, comme je disais, ces différentes dimensions, à la fois une contrainte pénale forte, puisqu'on était sur la question d'un aménagement de peine, une jeune fille à protéger, et puis aussi un bébé à protéger, et puis en même temps un soutien à la parentalité qu'on devait mettre en place, et puis surtout aussi très concrètement la perspective de l'aménagement de peine à mettre en place, et puis d'un aménagement de peine qui peu à peu permettrait le rapprochement de la mère et de l'enfant. Merci. Alors, pour précision, le jour où cette jeune fille a été incarcérée, elle était à l'accueil mère-enfant avec son bébé. Donc c'est vrai que cette incarcération, au-delà de la mise en détention de la jeune fille, ça a été un placement immédiat du bébé à la pouponnière. La première des difficultés que l'on a dû prendre en compte, c'est le fait que l'accueil mère-enfant, dans le cadre de l'alternative à l'incarcération, ne souhaitait pas se positionner sur un accueil, voilà, pour X raisons. Donc l'enjeu derrière, à travers cette situation, c'était la question du maintien du lien mère-enfant, notamment. Des choses qui avaient été traitées aussi du côté de l'EPM avec des limites à ce niveau-là. Donc l'enjeu, c'était de trouver un lieu qui accepterait effectivement de pousser les lignes, pas les murs, mais les lignes, sur la question de l'accueil d'une jeune fille en alternative à l'incarcération avec un bracelet électronique, sur le fait qu'on puisse aussi travailler la question du maintien du lien, qu'elle puisse d'abord aller voir son bébé à la pouponnière, mais aussi dans l'idée qu'elle puisse ensuite recevoir son bébé, qu'elle puisse, comme dans un accueil mère-enfant, pouvoir le réaccueillir, puisqu'il n'y avait pas d'ailleurs de points essentiels ou négatifs sur la question de la relation mère-enfant. Donc c'est vrai que comme on a une connaissance assez fine de notre dispositif d'accueil conjoint, puisque la grande majorité de nos établissements ont la double habilitation et qu'on a un lien permanent avec les structures, on a pu repérer une structure avec laquelle on a déjà eu une expérience auparavant d'ailleurs d'accueil d'un mineur sous bracelet électronique, dont on connaissait l'engagement aussi de l'équipe de direction et de l'équipe éducative sur des situations hors projet d'établissement. C'est-à-dire que nous, on fixe un cadre, mais on est là aussi pour dire comment on peut faire bouger le cadre. Et on a sollicité effectivement cette structure dans le cadre d'une semi-autonomie, parce que les conditions matérielles aussi, l'organisation de cette semi-autonomie permettait d'accueillir cette jeune fille avec ce bébé sur la question d'un risque mesuré, puisque c'était une structure qui était dans un foyer d'accueil d'ados collectif, garçons et filles. Donc il a fallu un certain temps, moins pour prendre la décision au niveau de l'établissement, qui a été assez rapide, plutôt que pour nos équipes respectives, que ce soit du côté de la PJJ ou de l'ASE, pour s'accorder sur ce projet-là, parce qu'il y avait des perceptions différentes. Voilà, donc il a fallu laisser ce temps de régulation, mais surtout de leur dire voilà où sont les possibles. On évoquait à un moment donné que le cadre pouvait être contraignant. Effectivement, le cadre peut être contraignant s'il est figé, et il peut être figeant. On a été là pour dire, voilà, quelle élasticité on peut donner et quelle responsabilité partagée on peut prendre avec tous les acteurs. Les acteurs, c'est les institutions, les directions d'établissement, le magistrat aussi, et les équipes éducatives qui ont accompagné cette jeune fille, qui a effectivement pu être reçue dans ce foyer. Tout d'abord, alors avec son bracelet électronique, dans le cadre de la semi-autonomie, qui ensuite a pu aller voir son bébé régulièrement à la pouponnière et qui en plus va par la suite pu le recevoir. Voilà, je ne sais pas aujourd'hui où on en est de cette situation, puisqu'on n'intervient pas, nous, dans la continuité, puisque c'est ce qui compose sans doute, je ferai le lien avec comment on peut prendre un risque partagé, c'est bien le fait que les institutions, par une culture commune, même si j'ai beaucoup entendu parler de on est un jeune PJJ, on est un jeune ASE, les besoins sont les mêmes.
de protection, d'accompagnement, de les nourrir, de prendre soin, de les scolariser, de les amener à la culture. Donc ça, on est vraiment sur une culture commune qui est traversée par l'ensemble de nos établissements, puisque ce qu'on a pu construire avec ces jeunes filles, c'est auprès d'une autre association, comme on construit aussi du sur-mesure avec les AJD, que ce soit au SAPMN, voire avec d'autres structures de la plateforme. Voilà, donc la question du risque peut se partager à partir du moment où, dans le traitement qui va des institutions à l'encadrement, au cadre intermédiaire et aux équipes, effectivement, on ait pu définir le cadre, la possibilité de faire évoluer ce cadre et de pouvoir fixer une feuille de route ou tout du moins une ligne de conduite assez claire. Et puis, il y a aussi un point, et j'en terminerai, qui est important, c'est ce que j'ai entendu à un moment donné, c'est la prise d'initiative de chacun. De pouvoir laisser, on est dans un métier où on construit beaucoup, on construit dans la relation, mais il faut aussi laisser de la marge de manœuvre et de la prise d'initiative à chacun. Voilà. Juste en complément, si les éléments que j'ai sont exacts, il y avait un rapprochement de la maman, le bébé et le papa pour être dans le concret. Voilà, au-delà sur la situation, je pense qu'effectivement, ce sur quoi il faut qu'on insiste, c'est que pour que ces partenariats institutionnels fonctionnent, on arrive bien à se mettre autour de la table pour repérer quelles sont les compétences et les attentes de chacun. Voilà, qu'on repère bien chaque acteur, et puis aussi qu'on s'inscrive dans le temps long. Je rebondis un peu sur ce qui a été dit ce matin sur le nouveau cadre du CJPM, dont on peut questionner les impacts, mais c'est vrai que si sur le préjudiciel, le temps est beaucoup plus ramassé dans le post-sententiel, on a aussi de l'espace et du temps pour s'inscrire dans un temps long auprès de ces jeunes. Merci beaucoup. Dans cette idée, vous citiez dans vos exposés la juridiction, voilà, entre autres aussi dans les partenaires, et de quelle manière on communique aussi avec la juridiction pour parfois aller sur des territoires et là aussi essayer un petit peu d'envisager un ensemble de risques et les partenaires qui peuvent effectivement répondre à des situations. Je vais demander à Madame Bellon peut-être de nous évoquer une situation. De mémoire, on avait parlé d'une expérimentation, en tout cas d'un suivi, d'un double suivi à The PJJ, voilà, sur Marseille. Voilà. Bon. Alors, je vais rétablir la parité. Pour une fois, je vais parler d'un jeune homme. Alors, il était suivi, c'était un adolescent. Quand je l'ai connu, il avait été suivi dans un placement assez rapide qui avait échoué. Ensuite, une MJIE qui avait été confiée à la PJJ. Et puis une AEMO renforcée, confiée en assistance éducative au service associatif habilité de Lyon. Les parents étaient divorcés depuis son jeune âge, mais ils étaient assez solidaires, ils n'étaient pas en conflit. Et depuis 14 ans, il s'était mis en danger en consommant des produits et puis ensuite en rentrant dans les trafics de stupéfiants de façon assez intensive. C'est un adolescent de Marseille, j'oublie. Voilà. Quand je l'ai connu, il était recherché non pas par toutes les polices de France, mais par le réseau criminel de trafic de stupes. Il était en fugue quasi constante du domicile de sa mère, parce que le réseau allait le chercher chez sa mère, voire même sur les lieux de travail de sa mère. Et je me souviendrai toute ma vie de l'audition des parents, un jour où il n'était pas venu, parce qu'il était en fugue, et où les parents, un soir d'automne, me décrivaient l'enfer qu'eux vivaient, de peur, mais aussi l'enfer de leur gamin, et le service d'AEMO renforcé aussi. Bon, j'avais fait un SWAT transmis au parquet pour demander qu'on le recherche parce qu'il était en danger. Donc c'est pour ça que je vous parle du risque partagé aussi au niveau judiciaire. Et puis finalement, il a été retrouvé dans le cadre d'un déferrement une semaine après ou 10 jours. Et je l'ai entendu parce qu'il avait été interpellé pour des violences graves, un vol avec violence assez grave dans le métro. Quand je l'ai reçu en déferment, il avait des traces sur le visage assez fortes et il m'avait décrit des agressions sexuelles au couteau sur les parties sexuelles. Voilà, il était en piteux état, il était une catastrophe, épuisé, très mal en point. Et on avait pensé à ce moment-là avec le parquet à lui donner le statut de repenti, parce qu'il était quasiment à 2 doigts de pouvoir dénoncer le réseau. Et puis en fait, en se renseignant auprès
des instances parisiennes, de la police et autres, on s'est rendu compte que les mineurs ne peuvent pas avoir le statut de repenti parce que ça suppose de perdre son identité et d'en récupérer une autre. Quand vous êtes mineur, ce n'est pas possible. Et donc, il a fallu que j'organise une exfiltration artisanalement, parce que ce n'est pas du tout le boulot d'un juge des enfants normalement. Et je l'ai fait dans un montage très particulier avec le directeur régional de l'époque à Marseille, Franck Arnal, qui s'est investi pour trouver une solution. Alors je dis rock'n'roll, parce que je ne sais pas comment dire. Il était confié à un service de milieu ouvert, mais de façon anonyme. Enfin, il était confié au service de milieu ouvert, mais le lieu d'hébergement était anonyme pour qu'il ne puisse pas être retrouvé et que ça garantisse son anonymat. C'est un adolescent au profil assez sombre. Un jour, il m'avait dit en audience, ça faisait déjà 1 an, parce que par la suite, je vais le confier aux AJD. Ça faisait 1 an qu'il était aux AJD, il disait toujours « La haine que j'ai tout le temps, je n'aime personne, j'ai la haine de tout. Je me lève le matin avec la haine et l'envie de mourir. » Ce qui était quand même assez impressionnant. Et c'est dans le cadre ensuite de ce placement aux AJD que les AJD ont décidé de pouvoir le confier à différents lieux. Bon, en termes de partenariat, j'irai très vite. L'AMO renforcée a continué autant qu'elle pouvait, la PJJ en milieu ouvert, les AJD, etc. Sur cette situation, ce qui m'intéresse, c'est 2 choses qui ont fait écho pour moi à 2 explications qui m'ont beaucoup aidé dans mon travail et qui m'avaient été données par le docteur Korkos, qui est un pédopsychiatre parisien, et qui disait « Derrière quasiment tous les adolescents délinquants, gravement délinquants, vous avez un adolescent gravement dépressif et qui préfère soigner la dépression par le passage à l'acte plutôt que par un accompagnement thérapeutique. Vous devez faire votre boulot de juge et le punir, mais sachez que nous, en tant que psychiatres, on préfère un dépressif qui délinque qu'un dépressif qui se suicide. » Ça m'avait choqué la première fois, mais ça m'a toujours trotté dans la tête. Et juste une dernière chose à dire à propos du fonctionnement des AJD. Quand je les ai connus, je me suis dit, tiens, c'est les seuls qui ont institutionnalisé et arrivé à obtenir une habilitation pour un type de fonctionnement qui correspond exactement, cette fois-ci au collègue de Korkos, c'est-à-dire le professeur Philippe Jamet, que Philippe Jamet décrivait comme un travail en étoile avec ce type d'adolescents. Il disait, pour ces adolescents, alors abandonnés, psychopathes, mais surtout abandonniques, il faut qu'ils aient un lieu de placement fixe, ce que j'appelle la maison mère, et ensuite que vous anticipiez les lieux de dégagement où ils peuvent aller, soit en période de crise, soit de façon régulière. Il sait que tous les 15 jours ou tous les mois, il doit dégager parce que la pression est trop forte. Et il y a 2 établissements que je connaisse qui fonctionnent comme ça, c'est les AJD, et dans le Nord, puisque je travaillais à Lille, la ferme de Morbec, qui est structurée comme ça. Les 2 sont habilités, parfois de façon un peu rock'n'roll. Quand j'ai appelé hier ou avant-hier la ferme de Morbec, ils m'ont dit « on est une MEX ». Mais par exemple, nos éducateurs ont le statut d'éducateurs dans CER, sur le plan salarial, financier, etc. Je trouve ça intéressant de voir qu'on peut inventer du rock'n'roll et le faire habiliter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Et après, je parlerai d'autres choses, mais je voulais... Merci, Madame Bellon. Je vais me permettre de rebondir sur ce que vous nommez avoir un port d'attache, en fait. Avoir un port d'attache, ce que vous nommiez, une maison mère, un port d'attache, pour ensuite aller naviguer, en fait, et revenir au port d'attache. Et c'est la question de l'amarrage, en fait, qui est toujours ce lien d'amarrage, solide, mais assez fluide aussi. Faut qu'il soit distant. Et à cet effet, on est parfois obligé de prendre aussi certains risques. Et là, je m'adresse à Mustapha. Alors, Mustapha, on se connaît depuis quand même 18 ans, je crois, de mémoire, pas loin. Et il y a une question que j'aimerais peut-être que tu abordes. Et là, c'est vraiment au directeur de plateforme qui je m'adresse.
je suis toujours questionné sur la question de l'hôtel, en fait. Et cette question de l'hôtel aujourd'hui qui est effectivement bien questionnée, remise en question, voire même normée et cadrée, je me suis toujours dit, mais comment fait un directeur aujourd'hui pour pouvoir assumer un outil qui est devenu, voire qui a toujours été hors cadre, en fait. Et comment cet outil, finalement, il est mis en débat avec les acteurs qui sont avec nous, de l'ASE, de la PJJ, pour que ça soit toujours un outil auquel on donne un cadre, finalement, qui soit peut-être restreint ou dans un temps donné. Voilà. Belle question. Surtout avec le cadre aujourd'hui par rapport à la loi Taquet. Déjà, l'histoire de l'hôtel, ça remonte vraiment à je vais dire 25 ans, donc c'est loin. Et à l'époque, à la Fondation, qui était une association, on avait fait le choix de ne pas aller sur les projets de CER et CEF, mais plutôt d'accompagner ces jeunes à partir du milieu ouvert et de les confronter un peu à leurs difficultés. Et c'était une prise de risque qu'on avait prise à l'époque. Et pour pouvoir les accompagner, ces jeunes, les accueillir, les soutenir, être à côté d'eux, parfois on leur disait « vous êtes devant et on vous suit ». Mais pour les accueillir, les soutenir et les mettre dans des conditions qui leur permettent petit à petit d'avancer, on avait réfléchi à l'hôtel, parce que ce sont des jeunes qui refusaient le cadre du placement, qui refusaient l'aide qu'on pouvait leur apporter. Et les installer dans une structure, ça ne marchait pas. Les installer dans un appartement, ça ne marchait pas non plus. On n'allait pas reproduire ce qu'ils refusaient, ce qu'ils rejetaient de toutes parts. Nous, on considérait, et je fais un petit clin d'œil aux éducateurs, parce que c'est un message qu'ils connaissent déjà, on considère que quelle que soit la structure, quelle que soit l'infrastructure, quelle que soit la situation géographique, l'abri, le vrai, celui qui protège, c'est l'éducateur, l'adulte qui s'investit auprès du jeune. On parlait de lien, de permanence de lien, de contenance par le lien. Je crois que ça fait partie de notre ADN. Mais pour revenir à l'hôtel, l'hôtel, c'est pour nous un outil, comme un appartement peut être un outil, une structure, un foyer peut être un outil, une école, un centre de formation. C'est vraiment un outil et pas une pratique permanente. Mais l'intérêt de l'hôtel, c'est de s'engager avec des jeunes qui sont dans la précarité sur un temps court pour leur permettre petit à petit de se poser, de creuser du lien. Alors aujourd'hui, notre pratique a évolué, mais sur la question de l'hôtel, les jeunes qu'on accueillait, ils restaient un jour à l'hôtel, 2 jours, et il fallait qu'on soit en contact avec eux pour qu'ils soient à nouveau hébergés à l'hôtel. Et petit à petit, le jeune pouvait faire confiance, avoir l'envie de se projeter un petit peu sur un logement. Des fois, on ne les voyait pas pendant 15 jours, 3 semaines, et ils revenaient, et rebelote, jusqu'à un moment où petit à petit, on puisse construire quelque chose qui permette aux jeunes de se projeter un peu plus, et on allait sur un studio, un appartement, parfois un accueil dans un hébergement en collectif. C'est-à-dire que ce qui est vrai le lundi peut changer le mardi, peut être différent le vendredi. Ce qui est vrai pour un jeune n'est pas forcément vrai pour un autre. Et c'est comme ça qu'on accompagne les jeunes à partir de leur situation, de là où ils sont et de là où ils en sont. Mais l'hôtel, même si on l'a beaucoup réduit, on parle de prise de risque. La prise de risque, elle existe dans plein de domaines. C'est même des concepts. Quand on prend le monde des affaires, de la bourse, du secteur marchand, la prise de risque, c'est un vrai concept. Mais est-ce qu'il y a créativité, inventivité sans prise de risque? Moi, je pense que c'est intrinsèquement lié. L'innovation, on peut la mettre en place, on peut innover. Bon, parfois, on n'invente pas tout, il y a des choses qui existent déjà. Et nous, on n'a rien inventé. On essaye petit à petit de repenser à ce que les pionniers ont pu nous transmettre également. Moi, je pense à Fernand Deligny, par exemple, ou aux pionniers de la Fondation, les fondateurs de la Fondation, qui nous ont transmis toutes ces idées d'aller parfois en dehors du cadre, parce que ces jeunes sont à la marge. Donc l'hôtel reste encore pour nous un outil. On en a échangé avec l'aide sociale à l'enfance de la métropole,
avec le département, également avec la PJJ. Mais l'idée, c'est de trouver aussi d'autres alternatives, parce que l'outil hôtel, dans les années 2000, je pense qu'on était les seuls. Aujourd'hui, petit à petit, alors je ne dis pas ça pour nous mousser, hein, mais c'est vrai qu'à l'époque, la Fondation utilisait l'hôtel, et on nous disait à l'époque, on ne prendra jamais ce risque. Petit à petit, ça a glissé, on l'a vu, longuement, et trop de jeunes se sont retrouvés à l'hôtel. La question, ce n'est pas que le jeune se trouve à l'hôtel, pour nous, c'est comment il est accompagné, comment il est suivi à partir de l'hôtel. C'est ça qui est important. Parce qu'un jeune peut être en appartement, dans un studio seul, et être en insécurité aussi. C'est pas facile de se retrouver dans un studio, dans un appartement. Il y a des jeunes qui se retrouvent dans des collectifs, dans des foyers, qui sont plus en danger que s'ils étaient dans notre type d'accompagnement. Donc la question de l'hôtel, c'est une vraie question, et on réfléchit, nous, encore à de différents types de logements, mais le logement, c'est vraiment un outil, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la relation qu'on met en place et comment le jeune va se penser, comment il va nous penser. Où est-ce qu'il va dormir demain? Peut-être qu'il va se questionner, qu'est-ce que je vais manger demain? Où est-ce que je vais dormir? Alors, on parle d'un public très particulier, hein, mais si on installe le jeune dans un appartement qui n'est pas prêt, peut-être qu'on n'aura pas de nouvelles pendant une semaine, sauf si on va le voir, et encore, il faut tomber quand il est là. Et on a vu des jeunes à l'hôtel qui étaient aussi livrés à eux-mêmes. Donc l'idée, ce n'est pas d'aller dans une prise de risque démesurée, mais d'accepter parfois là où on est le jeune. Et parfois, il en est là. Et parce qu'on ne veut pas reproduire ce qui s'est déjà fait. Pour la question de l'hôtel, voilà. C'est effectivement pour introduire la question du dialogue institutionnel autour de cette prise de risque, en fait, et du cadre qu'on y donne, en fait. La question, c'est la question que je vous pose, et je vous laisserai y répondre peut-être voilà, de la manière dont vous souhaitez y répondre, mais voilà, pour cette question de l'hôtel ou d'autres questions, c'est de savoir comment vous construisez un cadre qui permette ensuite de mettre en œuvre certains outils et qui permettent aussi aux éducateurs surtout d'aller pouvoir mettre en œuvre en plus ou moins sécurité les actions qui sont pensées. Hein. Et c'est savoir finalement quels sont les espaces que vous vous donnez. Je sais qu'il y en a. Voilà. Et c'est de ça dont il faut parler effectivement. Peut-on tout définir en cadre lorsqu'on parle de la prise de risque également? Et que faites-vous des zones d'incertitude lorsque les éducateurs travaillent directement avec la prise de risque au quotidien? Voilà, pour une question assez large. Je pense que la question du cadre, au-delà de définir la mission, de définir les possibles, elle définit les moyens. Et les moyens sont importants, et vous l'évoquiez, effectivement, au-delà de l'hôtel. L'hôtel où je vous rejoins, c'est la question de comment on suit les gamins. Quel que soit le lieu qui va faire résidence à un moment donné, c'est comment les suivre. Aujourd'hui, on ouvre d'autres dispositifs, que ce soit pour des jeunes filles dans la prostitution, des jeunes filles aussi dans l'errance. On a déployé 2 dispositifs où on augmente ce qu'on appelle la couverture éducative. C'est-à-dire qu'effectivement, on alloue un peu plus de moyens en termes de personnel éducatif. Et la jeune du SAPMN le disait, c'est qu'à tout moment, quand j'appelle, j'ai quelqu'un. Voilà. Et c'est ça l'essentiel aussi, c'est donc tout ce qu'on évoque, la continuité du lien. Après, il y a ce qui peut faire résidence. Je vous rejoins, la question d'un hôtel, vous avez des gamins qui sont moins en danger en hôtel que rattachés à un établissement quand ils sont en fugue quasi permanente. Et il y a une forme de réassurance, à savoir qu'en face du nom d'un gamin, on a le nom d'un établissement. Et puis, ça nous permet aussi d'accompagner la question du risque et de ne pas la subir. Ce que j'appelle la subir, c'est qu'on a des situations qui nous mettent en difficulté et par défaut. On va organiser des choses. Aujourd'hui, on a des jeunes dans des hôtels qui ne bénéficient pas d'un suivi rapproché et qui ont des problématiques qui peuvent sortir de l'hôpital psychiatrique avec des problématiques lourdes. Et là, on est dans une prise de risque beaucoup plus importante qui appelle à notre responsabilité plutôt que d'accompagner ce risque-là par de l'étayage éducatif, par de la présence, par un projet, effectivement, par essayer de raccrocher ces gamins. Là, on va être clair, hein, on n'est pas dans notre mission initiale qui est, on va mettre 4 murs, un repas, mais on ne fait pas notre travail au niveau de la mise en sécurité et de l'accompagnement. D'où, effectivement, la loi Taquet nous a
un peu remis, comme on dit au rugby, l'église au centre du village. Voilà. Pour autant, les réalités sont là, mais on préfère l'accompagner par des dispositifs comme le SAPMN, l'accompagner par des dispositifs comme le STEP, voilà, que l'on a déployé avec une autre association, plutôt que de se dire d'une certaine manière, on subit cette forme de prise de risque. Oui, pour rebondir sur cette question, il me semble que la prise de risque éducative, c'est-à-dire les risques qu'on prend dans l'accompagnement dans des parcours spécifiques des jeunes, elle passe par une sécurisation des relations entre les institutions. Et ça, pour moi, ça passe par une interconnaissance entre les différents acteurs institutionnels. Et comme vous disiez, il y a quand même un certain nombre d'outils qu'on essaye de développer et qui, je trouve, en tout cas sur le département du Rhône, montrent leur efficacité. Alors c'est des instances où on se retrouve avec les juridictions, avec métropole, avec département. Alors on appelle ça les instances quadripartites, mais du coup ce sont des espaces où on peut effectivement avoir ces échanges, où on peut partager nos enjeux, nos problématiques quand on est suffisamment en confiance entre les institutions qui sont autour de la table, et tout ça, ça nous permet, d'avoir des approches résolutoires et puis de pouvoir construire, quand les situations spécifiques se présentent, de pouvoir construire des réponses adaptées. Enfin, on en a tous présenté des exemples. Après, l'autre aspect qui me paraît assez fondamental, c'est la connaissance des établissements, des projets d'établissement. Pourquoi la PJJ travaille bien avec le SAPMN? C'est parce que je pense qu'on a quand même développé cette connaissance de votre projet, de la façon dont vous fonctionnez. Alors ça passe aussi par, des notions de contrôle aussi, qu'il faut qu'on assume, des notions d'habilitation. Ça passe aussi par tout ce qui est les démarches d'amélioration continue de la prise en charge, qui peut paraître des procédures lourdes, mais qui permettent de sécuriser les fonctionnements institutionnels et du coup de nous donner je pense, des libertés pour construire parfois des parcours spécifiques ou d'essayer des choses pour s'adapter à des problématiques particulières. Je pense à ce qu'on avait essayé de mettre en place autour des MNA. Enfin, je pense que c'est un bon exemple, et quand on connaît bien vos projets de service, on peut aussi comme ça venir vous solliciter sur des parcours un petit peu différents, et puis ça vous permet, vous, d'avoir une certaine liberté, même si elle se fait dans la communication. Par exemple, quand un jeune est accueilli sur la plateforme, de pouvoir passer d'un établissement à l'autre, et ça nous permet d'apporter avec vous des réponses que je pense assez innovantes. Et puis, pour pas faire trop long, je voulais aussi revenir sur la place des milieux ouverts à la PJJ, parce que c'est quand même un acteur essentiel. Enfin, on le disait, les éducateurs de milieux ouverts, c'est quand même un acteur essentiel quand on est sur des accompagnements, notamment de parcours un peu spécifiques, et c'est toute l'importance du lien qu'il y a à avoir entre les services de milieu ouvert et les services d'hébergement, leur rôle de communication avec les juridictions. Puis tout à l'heure, on parlait de la note d'incident et de l'audience de recadrage des magistrats. On peut se dire aussi qu'entre peut y avoir aussi l'éducateur de milieu ouvert qui peut aussi jouer son rôle d'intervention dans le cadre pénal et de rappel du cadre aux jeunes. Donc je pense que l'articulation, alors qui passe par des rencontres institutionnelles entre les équipes, ça me paraît un point assez essentiel pour partager ce risque et construire cette confiance qui est nécessaire à ces parcours de risque. Madame Bellon, merci. Moi, je dirais que pour que vous puissiez réellement vous engager sur ce partage de risques entre professionnels du travail social, il faut aussi que les juges s'engagent aussi sur la prise de risque. Alors, vous trouverez rarement un juge qui vous dise oui, je vous le confie, mais bon, s'il fugue, c'est pas grave, si et ça. Bon, c'est un peu difficile à formuler comme tel,
Mais je pense qu'il faut qu'au moment de l'admission, le juge soit conscient et connaisse votre projet pédagogique en général. Bon, s'il l'a depuis un certain temps, il sait comment vous bossez, mais surtout aussi, qu'est-ce qui a été imaginé pour ce jeune-là, avec ce profil-là, et qu'il y ait de la parole. Et je dirais, à l'autre bout de la chaîne, ceux avec lesquels il faut parler, c'est aussi les hommes politiques. Parce que cette histoire d'hôtel interdit, ça vient des grands reportages un peu, comment on va dire, caricaturaux. Et il faut qu'ils entendent, et c'est comme les juges. Je ne pars pas de l'idée que les juges sont fondamentalement crétins et que les politiques sont fondamentalement crétins et obtus. On doit pouvoir arriver à leur expliquer. Mais ça veut dire prendre son bâton de pèlerin et ne jamais avoir peur de parler, même si ça suppose de forcer un peu la porte, que les juges ne sont pas toujours de bonne humeur, ils n'ont pas toujours du temps, etc. Mais il faut le faire, sinon vous êtes avec l'incompréhension que décrivait votre collègue ce matin en disant on envoie 25 rapports d'incidents, il ne se passe rien, ou d'un coup ça tombe et on ne sait pas pourquoi. Peut-être un dernier mot pour moi là-dessus. Enfin, c'était pour revenir sur la notion d'engagement et du coup, en tout cas de ma place de direction territoriale, de se dire qu'il y a une nécessité effectivement quand on s'engage sur ces parcours de soutien hiérarchique, j'allais dire, alors de soutien des institutions, donc de soutien auprès des équipes, alors au niveau territorial, au niveau des directions de services pour accompagner les éducateurs et que quand on s'engage auprès d'un jeune sur un parcours, voilà, la nécessité qu'il y ait une cohérence et un soutien de toute la chaîne hiérarchique. Voilà. Prendre un engagement commun, quoi. Je vais juste compléter concernant le partenariat. Effectivement, c'est très important d'être dans un partenariat de confiance, que ce soit avec les sociales enfance, la PJJ, les juges, nos différents partenaires, même l'éducation nationale. C'est un partenariat aussi qui doit se mettre en place. Et sans partenariat, les choses sont extrêmement difficiles. Mais il y a le partenariat, mais dans la prise de risque, dans les établissements, on doit aussi faire redescendre tout ça. C'est un travail collectif. Moi, je prends l'exemple des visites médiatisées ou des sorties. Alors, il y a un cadre, des fois, il y a des adolescents qui ont 17 ans, ils voient leurs parents en dehors des visites, et il y a le cadre qui dit que c'est interdit. Et, alors, des fois, il y a des choses qui sont un petit peu spéciales. Ben, nous, établissements, on doit aussi s'autoriser à faire remonter et à changer, à faire bouger tout ça. Parce qu'il y a parfois un cadre qui est posé depuis des années. Il y a des enfants qui ne voient pas leurs parents pendant des années et on ne réinterroge pas un peu le cadre du placement. Ça arrive, ce n'est pas des choses qui sont rares, ça arrive. Et donc on doit pouvoir, même au niveau des travailleurs sociaux, des éducateurs, que ce soit de l'ASE, la PJ ou du secteur associatif, être aussi quelque part acteur et faire remonter les choses. Parce que si ça se passe bien au niveau des institutions à certains niveaux, bah, ça doit aussi redescendre et pouvoir aussi avoir un impact. Et la prise de risque, parce qu'on parle de la prise de risque, moi je trouve que quand on tente quelque chose, il y a toujours, malgré le résultat, une opportunité à saisir. Il faut que ça serve à une opportunité, quel que soit le résultat. Madame Bellon, vous vouliez reprendre la parole ? Je vais me décentrer un peu des débats tels qu'ils évoluent pour dire quand même que les principales histoires qu'on a évoquées depuis tout à l'heure, enfin depuis ce matin, c'est la prostitution et le trafic de stupéfiants. Et je pense que là-dessus, il faut être lucide. Certes, l'histoire que je vous ai racontée, qu'il a fallu exfiltrer, etc., ça s'est mal fini, parce que finalement, il est retombé dans les circuits de trafic de stupes et il est actuellement en détention. Certes, ça engage sa dépression, ça engage son libre arbitre. C'est vrai qu'il avait le choix, lui aussi, comme la jeune fille de tout à l'heure qui dit « à un moment, j'ai décidé ». Ben, lui, il n'a pas décidé, il a continué. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans le libre arbitre.
la dépression, etc. Et la façon dont on traite ces questions, j'exagère un peu, mais je vais dire en s'auto-flagellant, en se disant, bon, on n'a pas fait assez de partenariats, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. En fait, il faut qu'on se rende compte aussi que, au-delà de cette approche que nous avons culturellement, et les juges des enfants et les professionnels d'enfance, de l'approche psychologique, ce que j'appelle papa, maman, Freud et moi, vous avez des adolescents qui, dans les problématiques de prostitution, d'errance et de stup, sont confrontés à des vrais réseaux criminels et pas simplement à la volonté personnelle ou au libre arbitre qui fait que bon, finalement on se laisse aller, tant pis, etc. Et qu'on est avec des adolescents, et je m'en veux beaucoup d'avoir compris et d'avoir mis des mots seulement quelques mois avant de ma prise de retraite, on est avec des adolescents qui sont victimes de traite des êtres humains. Alors on y pense, la traite des êtres humains, pour les jeunes Roms qui mendient dans la rue. Mais je suis désolée, la prostitution à l'échelle que décrivait la jeune fille, ou le trafic de stupes à l'échelle marseillaise, et je crois à l'échelle lyonnaise aussi maintenant, c'est de la traite des êtres humains. Et donc il faut se sentir concerné, mais il faut qu'on arrive aussi à mobiliser les instances policières et pénales pour que cette dimension soit prise en compte et que ce soit traité. Et qu'il n'y ait pas seulement au correctionnel ou au tribunal pour enfants les gamins qu'on a interpellés avec 150 grammes de cannabis. Parce que c'est quand même pas eux qui structurent le réseau. Et aussi la société. Parce que quand je pense à ce qui se passe à Marseille, je me dis, il y a à mon avis la moitié de la ville de Marseille qui consomme du cannabis. S'il n'y avait pas cette moitié de ville qui consomme du cannabis, peut-être qu'on aurait moins. Voilà. Donc il y a des choses à dire au-delà et pas seulement, je redis, à s'auto-flageller dans une approche papa, maman, Freud et moi. Voilà. Je voudrais juste élargir aussi, et oui, effectivement, je rejoins complètement sur une autre forme de prise de risque par rapport à d'autres difficultés qui aujourd'hui viennent nous convoquer, c'est tout ce qui touche autour des problématiques de santé, de fragilité psy, de problématiques psychiatriques, avec tout ce qu'on a pu dire à un moment donné dans la journée de la difficulté de la pédopsychiatrie. Et là, on est aussi sur d'autres formes de prise de risque, avec des enfants qui peuvent effectivement faire des tentatives de suicide dans nos établissements, où on en a eu à l'hôtel, des enfants qui s'automutilent, qui ont des passages à l'acte lourd, des enfants en situation de handicap lourd, qui font faire prendre des risques autrement, je veux dire, où on a des manifestations, des agitations différentes, mais qui nous amènent aussi à devoir mettre en place la même méthodologie, j'allais dire quelque part, de comment on prend des risques et quels risques on prend par rapport à la prise en charge de ces enfants. En vous écoutant, je me refaisais également le temps d'échange que nous avions eu. Et vous parlez effectivement, M. Bress-Véricel, dans la lignée de Mme Bellon, que finalement, nos institutions se décalent à l'endroit du risque, aussi parce que les situations évoluent, en fait. Quand Mme Bellon parle de Marseille ou de Lyon, c'est bien les situations qui nous amènent à envisager différemment les cadres que l'on propose, effectivement, à ces jeunes. Cela dit, une question qui me traverse quand même depuis le début, c'est que vous êtes en situation effectivement de direction, de dirigeance, où Mme Bellon, vous étiez au tribunal avec un poste important. C'est comment vous dialoguez, vous, finalement, avec votre propre hiérarchie sur cette question de prise de risque, en fait. Quelle latitude vous avez pour effectivement construire des cadres qui permettent effectivement d'agir en sécurité? Quelle latitude vous avez? Quels freins? Et surtout, voilà, comment vous communiquez? Je vais répondre la première, c'est le plus simple. Ma hiérarchie ne me demande jamais de compte sur le traitement d'un dossier ou des décisions que j'ai prises ou autres. Les seules fois où j'ai vraiment discuté avec mon président récemment, c'est quand une petite fille est décédée en assistance éducative, dont je lui avais expliqué un peu, c'est de l'assistance éducative et la petite avait 6 ans. Et ensuite, c'est quand il m'évoque, alors que j'adore ce président, c'est un homme intelligent, tout ce que vous voulez, mais qui me dit, il me lance à chaque fois, mais si on séparait le civil et le pénal, s'il y avait des juges qui font du civil et d'autres qui font du pénal. Alors là, j'essaye de le baratiner et de lui expliquer que ce n'est pas possible, c'est inconcevable, et que le principe de continuité personnelle, il est fondamental dans la prise en charge d'un être humain et a fortiori d'adolescents délinquants difficiles. Mais voilà, au niveau judiciaire,
on ne nous casse pas les pieds sur qu'est-ce que vous avez fait à cet adolescent ou pourquoi vous avez fait ce montage, tout ça. Honnêtement, ils s'en fichent royalement. Alors, à la PJJ, ma hiérarchie ne s'en fiche pas, bien entendu. Non, alors après, effectivement, alors il y a la question de la hiérarchie, elle est différente aussi. Enfin, il y a le niveau territorial, il y a le niveau des directions de service, et après les niveaux interrégional ou national. Donc forcément, les regards sur notre sujet, sur la prise de risque, sur comment on s'adapte à des prises en charge spécifiques, il est différent suivant les niveaux hiérarchiques, et ça c'est important. Alors évidemment que nous, dans le cadre de notre intervention, et pour rester à mon niveau territorial, départemental, bien sûr qu'on est obligé de prendre en compte les cadres institutionnels, enfin législatifs, voilà. Enfin, vous parliez de la loi Taquet, on parlera peut-être aussi des cadres financiers, etc., qui ont un peu parcouru les échanges déjà. Donc forcément, on est obligé d'inscrire notre action dans ces cadres-là, et que nos échanges avec notre hiérarchie, elle est forcément, pour reprendre ce mot, elle est forcément imprimée par ça. Enfin, cette mission qu'on a d'accompagner les cadres, et puis après, voilà, tout notre travail, y compris avec notre hiérarchie, c'est effectivement de travailler sur comment, dans ces cadres-là, on arrive à créer des parcours spécifiques, en prenant, une fois de plus, enfin, ce que je disais un peu tout à l'heure, en prenant et en maîtrisant les cadres de chacun. Et si on prend en compte ces cadres-là, on a quand même des espaces pour construire des espaces particuliers, des actions particulières. Enfin, on parlait de traite des êtres humains, des MNA, des questions de réseau de stupéfiants à Lyon, hein, notamment autour de la Guillotière. On a pu, toutes les institutions, se mettre autour de la table pour mettre en place, comme c'était dit par Madame la vice-présidente ce matin, un réseau de maraude interinstitutionnel, ce qui fait que, enfin, c'est un exemple de décalage de nos institutions, où on se met en lien avec notre hiérarchie, parce qu'on porte les projets aussi au niveau institutionnel. On peut avoir des moyens pour développer des actions spécifiques, et on peut créer aussi des parcours spécifiques. On y reviendra peut-être. Enfin, il y a des exemples qu'on a présentés, mais dans la préparation, enfin, vous aviez évoqué d'autres profils de jeunes où justement la double prise en charge civile-pénale permet de construire des parcours qui se décalent. Donc voilà, je pense que c'est notre rôle justement d'être un peu dans une dialectique, enfin un échange avec notre hiérarchie sur à la fois le respect des cadres, et à la fois comment, dans ces cadres-là, on peut se permettre d'être dans l'innovation, et surtout autour des situations individuelles, pouvoir mettre en place des actions particulières, développer des prises en charge particulières. Alors c'est vrai que la relation à notre hiérarchie, elle s'alimente par vos retours. Enfin, la première matière première, j'allais dire, c'est le retour de nos services, de vos établissements, à travers les relations que l'on peut avoir qui sont régulières, à travers des instances d'élaboration du projet métropolitain, des solidarités, etc., qui nous permettent de mieux repérer les besoins, les évolutions, qui se traduit différemment. C'est vrai que plus on monte dans la hiérarchie, moins on est dans des récits de vie, et plus dans des données statistiques et des PowerPoint. Voilà, il y a une forme d'aseptisation. On est aussi sur des hiérarchies un peu à deux entrées qui sont essentielles. C'est à la fois, on a tout le côté institutionnel, financier, mais on est aussi sur la question du soutien fonctionnel aux équipes. C'est-à-dire, moi je dis toujours, j'aime bien parce qu'on a nos deux pieds ancrés, un dans la réalité de ce que l'on doit aux gamins, de comment on met les choses au travail, et puis l'autre sur l'aspect, effectivement, combien de moyens on vous donne et comment on les adapte. Et récemment, on a encore adapté le dispositif d'accueil.
Voilà, donc on travaille aussi avec une réalité qui sont celles des contraintes budgétaires. Voilà. Et ça, j'allais dire, vous avez aussi... on a une hydre à plusieurs têtes dans nos directions. Vous avez celui qui va me dire combien ça va me coûter, celui qui va dire comment ça va s'organiser, quels vont être les bénéfices. Donc on compose avec ce que sont nos hiérarchies, j'allais dire. Je parle de nos hiérarchies parce qu'en même temps, on a aussi un exécutif qui est très présent, en prise plus directe, et qui peut avoir des influences, qui a ces influences et ces changements. On a cette fonction, je crois que c'est vous, Madame Bellon, qui le disiez aussi, oui, vous en parliez pour les politiques, de faire beaucoup de pédagogie à l'égard de nos hiérarchies. Parfois, ça passe crème, parfois, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais c'est vrai qu'on a une fonction pédagogique importante aussi à ce niveau-là. Je vais dire, l'échelon que nous représentons, c'est la composante un peu de tout, de la question des prises en charge éducatives, des projets pédagogiques, des moyens à déployer, effectivement avoir les notions des contraintes budgétaires, de ce que ça peut renvoyer aussi à des collectivités, et puis ces fonctions aussi entre accompagnement, contrôle, voilà. Mais j'insiste souvent sur nous, on arrive à adapter vos moyens en fonction de ce que vous nous communiquez. Vous disiez tout à l'heure, Moustapha, que ça descend du côté des équipes. Nous, c'est important d'avoir les remontées. On le dit souvent à nos équipes aussi. Faites-nous remonter, pas que les difficultés, faites-nous remonter aussi ce qui fonctionne, parce que c'est source d'inspiration. Alors, concernant la hiérarchie, déjà, nous, on a un projet qui est validé avec les perspectives sur plusieurs années. Donc, c'est à partir du projet qu'on essaye de travailler. Quand on a des événements graves, évidemment, on les transmet à la Fondation, mais également à nos partenaires de la PJ et de l'ASE. Et on a des process quand même, un peu pour ça. Mais au-delà des process, c'est comment on échange ensemble après et comment on continue à se faire confiance et comment on trouve des solutions par rapport à tout ça. C'est vrai que, je disais tout à l'heure, ça descend, mais il y a la hiérarchie, mais il y a aussi toute la réflexion, les travaux qu'on a en interne avec les équipes éducatives, avec les chefs de service sur la notion de prise de risque et comment on peut réguler les difficultés qu'un établissement peut rencontrer. Mais ce qui fait la force aujourd'hui de la Fondation, parce qu'on n'est pas meilleur que les autres, c'est d'essayer d'adapter, grâce à nos 12 établissements en France, une transversalité. Et c'est mettre en place une culture commune. Et c'est jamais acquis. Donc on le travaille, on continue, on essaie d'améliorer, mais on essaie de répondre aux besoins des jeunes. On a très rarement répondu à des appels à projets, mais plutôt répondu à des besoins. C'est-à-dire que ces dernières années, ce qu'on a un petit peu monté avec nos partenaires, c'était plus pour répondre à nos besoins, plutôt que s'orienter sur les appels à projets, mais plus répondre à des besoins et qui correspondent à la réalité du terrain. Et je crois que c'est ce qui parle aussi à l'ensemble des salariés de la Fondation. Donc la prise de risque, elle existe. On parlait Madame Barjon parlait tout à l'heure, il faut oser, mais moi j'irais plus loin parce que on peut oser, mais jusqu'à où on va par rapport à la notion de prise de risque et elle est permanente. Quand on accueille un jeune, déjà, c'est une prise de risque. Quand on regarde le dossier d'admission des jeunes qui sont dans des situations très difficiles, quand on accueille ce type de jeunes, si je peux m'exprimer ainsi, on prend un risque avec nos équipes, on prend un risque aussi avec les autres jeunes qui sont présents. Mais si on ne prend pas ce risque avec ce jeune, on le met de côté, et puis rebelote, un autre jeune, un autre dossier. Non, il est compliqué celui-là aussi, et puis ça s'empile. Donc l'idée, c'est de trouver des réponses pour le jeune qui est présent, même si c'est difficile, parce que c'est ces réponses qu'on va trouver qui vont aussi nous enrichir pour l'accueil de d'autres jeunes. Sinon, on n'accueille plus ces jeunes. Et malheureusement, il y a des belles choses qui se font aujourd'hui. On est dans on a la chance, nous, d'être dans de très bons rapports avec l'ASE, que ce soit métropole ou département ou la PJJ. Des très bons rapports, ça ne veut pas dire qu'on est dans la complaisance, que ça va bien tous les jours. Hein. On est indépendant, on est autonome dans notre travail et on défend aussi ce qu'on a à défendre.
Donc, mais c'est quand même une chance d'avoir ce type de rapport de confiance. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont exclus aujourd'hui. Je reviens à ce que vous disiez ce matin, et qu'ils ont de place nulle part. Et on doit tous faire notre part de travail. On a tous une responsabilité, quel que soit le poste qu'on occupe, qu'on soit éducateur, chef de service, directeur, maître de maison dans les établissements. On a tous une part à jouer, comme à l'ASE, comme à la PJ, parce que ces jeunes, c'est l'avenir, et on dit souvent, je ne sais pas si on peut prévoir l'avenir, mais je ne pense pas qu'on peut le prévoir, mais on peut essayer de le penser un petit peu quand même. Je vous remercie sur ces mots. Je vous remercie surtout pour, j'ai envie de dire, sans jugement, mais c'est pas souvent qu'on a l'habitude effectivement d'aborder ces sujets-là, aussi à des endroits des directions. Donc je trouve, voilà, je voulais vous remercier quand même pour la sincérité de vos propos. Et sur la question de l'incertitude, c'est ce que tu terminais par ça, Moustapha. Je souhaitais quand même peut-être conclure cette journée. On arrive à la fin de cette journée. Écoutez, je vais donc donner la parole à Laurent Hott, voilà, pour venir conclure cette journée en remerciant cette table ronde. Moi, tout ce que vous avez pu mettre en place par rapport à ces notions de risque partagé sur des situations que vous avez en commun, je trouve ça vraiment admirable, et surtout ça montre qu'il y a une créativité possible qui est à l'œuvre du social. Mais en vous écoutant, j'ai envie de dire, il existe des territoires moins vertueux que celui-ci. Moi qui, par exemple, viens de l'Essonne, je peux vous dire que le conseil départemental de l'Essonne fait tout son possible pour ne pas reconnaître comme habitants les enfants roms de ces territoires. Il ne les reconnaît pas comme habitants. Il leur fait obstacle à l'accès à la polyvalence de secteur. Il leur fait obstacle autant qu'il le peut à l'aide sociale à l'enfance. Et qu'il y a comme une forme de consensus politique pour, à la source même, c'est-à-dire pas dans le cours des affaires et des jeunes qui sont déjà dans des circuits, mais à la source même du signalement, de la découverte des situations sur lesquelles on peut intervenir. Il y a une volonté de taire, une volonté d'invisibiliser, une volonté d'ignorer le plus longtemps possible. Et que ce sont des volontés politiques, c'est-à-dire que je crois qu'il y a malgré tout une domination d'une volonté politique qui vulgarise le social, qui le dégrade, qui dégrade le social et qui dégrade aussi l'image de ceux qui travaillent dans le social autant que des publics qui sont bénéficiaires du social. Nous faisons face à une forme de dégradation politique, idéologique de notre travail, et ça se manifeste sur plein de points du territoire et sur énormément de sujets. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je pourrais bien dire pour conclure, parce que j'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'ai beaucoup appris, rencontré, j'ai beaucoup compris des choses que j'ignorais, et donc du coup, j'ai pas grand-chose peut-être à apporter. Sinon peut-être deux conseils. Le premier, c'est que je pense que vous, les acteurs sociaux, éducatifs, engagés sur l'enfance à protéger, sur l'enfance et également sur l'enfance délinquante, eh bien, vous devez œuvrer à lutter contre les idées fausses de l'opinion publique, les idées fausses propagées dans l'opinion publique sur qui sont ces jeunes, qui sont ces enfants, qui ils sont vraiment, ce qu'ils ont réellement vécu, ce qu'ils vivent réellement, et lutter contre la désinformation antisociale que nous subissons constamment. Je crois qu'il y a vraiment un besoin, une nécessité de témoigner des réalités que vous côtoyez, vous, tous les jours, que vous connaissez, et je pense qu'il faut vraiment trouver manière à les faire connaître. L'autre conseil que j'aurais, c'est faire attention aux divisions. Heureusement qu'il y a ces liens interinstitutionnels là qui nous sont montrés et qui permettent de faire un maillage, un tuilage. Mais sinon, on voit bien que si on veut en finir avec le social dans une société, eh bien, on va opposer les acteurs de terrain à leur hiérarchie, on va opposer les acteurs de terrain à leur public, parce que le public menace les acteurs de terrain et peut être un danger aussi pour les acteurs de terrain. On va opposer les acteurs de terrain et les familles
Vous voyez, il y a une tentative, il y a une tentation permanente à opposer les uns aux autres. Et dans un secteur qui se dégrade, il y a toujours, je dirais, des tentatives d'opposition et d'attiser les oppositions entre les différents rôles, entre les différents rangs, entre les différentes strates aussi hiérarchiques. Il y a comme quelque chose qui pousse à la division. Et je pense que notre force, à nous sociales, c'est autant que possible et le plus longtemps possible de rester unis et de parler le même langage. Voilà, je vous remercie. Alors voilà, on va conclure à deux voix et ça sera court, mais on va parler à deux voix, mais on va parler au nom de trois parce que cette journée, on l'a quand même pensé, travaillé avec Sophie Dill. Et donc, c'est quand même, on va dire, l'âme de cette commission justice des enfants et des adolescents de la Fédération Citoyen Justice. Donc, je vais commencer, Mathieu conclura. D'abord, aujourd'hui, on a vu converser, excusez-moi, mais du peu, c'est assez rare quand même dans notre pays, à la fois des gouvernants, des dirigeants ou des professionnels de l'aide sociale à l'enfance, enfin de la métropole lyonnaise, puisqu'il y a cette particularité ici, de la PJJ et d'une association du secteur associatif habilité. C'est suffisamment remarquable pour qu'on puisse s'en réjouir. Et puis, je pense que collectivement, alors c'est un peu emphatique ce que je vais vous dire, mais on a rêvé et pensé ensemble à peut-être un processus qui permettrait, et sur la base de ce que nous a amené Laurent, qui nous permettrait d'aller de la peur, qui est quand même contre-productif, vers la prise de risque partagée. Et ça, pourquoi ? Avec quel objectif ou quelle vision partagée ? Celle de soutenir le pouvoir d'agir des professionnels et celui des personnes accompagnées. Sur le deuxième point, c'est sûr qu'on a encore une marge de progression importante, mais vous avez dû percevoir qu'au niveau de notre commission, c'est une vision stratégique et on a inscrit ce point-là dans la façon dont on pensait la faire vivre. Ça va peut-être nous amener, et ça je le souhaite, à oser à penser le travail ou l'accompagnement éducatif autrement, peut-être à contre-courant d'une tendance actuelle qui vise à beaucoup normaliser et beaucoup à quantifier. À mon sens, beaucoup trop. C'est à la fois oser, alors à toutes nos places, nos places de responsables politiques, de gouvernants associatifs, de directeurs, chefs de service, psychologues, professionnels de terrain. Donc c'est quand même oser se laisser surprendre, et je crois qu'il y a beaucoup été question de ça, oser la controverse. Effectivement, on n'est pas toujours d'accord et je trouve que c'est beaucoup plus riche que d'aller rechercher à outrance un consensus qui n'amène pas forcément beaucoup l'innovation et accepter à toutes nos places de perdre un tant soit peu la maîtrise pour laisser la place à la création et aux initiatives des professionnels, des personnes accompagnées, mais dans un temps suffisamment long pour que cela se prenne. Donc maintenant, c'est une façon de résumer peut-être ce qui s'est passé, j'oublie certainement beaucoup de choses, mais je voulais aussi remercier la Fondation Maurice des AJD. Voilà. Nous, dans notre secteur, on dit les AJD, j'ai appris aujourd'hui que ça voulait dire... voilà, tout à fait. Je ne savais pas ça, alors que je suis plutôt sur la fin de ma carrière. Donc la remercier chaleureusement, par rapport à tout le travail qu'elle a fait, au fait qu'elle a accepté aussi de se mettre en avant. Je vais laisser la parole à Mathieu pour qu'il puisse conclure cette belle journée sur laquelle on aura une trace grâce à la captation. Vous remercier aussi tous pour votre présence et remercier tous nos invités aussi pour la qualité de leur prise de parole et le risque partagé qu'ils ont pris. Merci Hervé. Je ne vais pas être long. Des remerciements. Effectivement, une journée qui était mise sous le signe de la controverse. Moi, je tiens à ce mot, je tiens voilà, cette idée. C'est comme on débat voilà, d'idées différentes dans des espaces où l'idée, c'est de tenter au mieux de faire collectif, en fait. Voilà. Et ça, c'est d'une part. Et je pense que c'est le projet que nous tentons de mener, si ce n'est aux AJD, à la plateforme depuis de très nombreuses années, ou du moins depuis que j'y travaille. Comment faire collectif et au-delà de tout ça, comment faire société ?
Et à ce titre, voilà, je voulais quand même remercier tous les intervenants et les intervenantes qui sont venus. Voilà, j'ai email en face de moi. Je sais que pour certains, ça n'a pas été simple, mais vraiment, on vous remercie. En tout cas, pour nous, c'était important de témoigner de peut-être d'une 25 ans de travail avec vous tous, avec des moments qui ont été difficiles, à des moments, voilà, très clairement, mais qui, finalement, aujourd'hui, nous conduisent quand même à être sur scène et pouvoir converser notre histoire et notre trajectoire commune. Voilà. Et ce titre, voilà, je vous remercie. Et je souhaitais, pour terminer, dédier cette journée à un collègue et ami qui n'est plus, qui est parti il y a quelques mois, à Jean-Michel Nguyen. Et je pense qu'il aurait eu toute sa place avec nous aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Rentrez bien, très bientôt, et merci beaucoup.